Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mano, Manuela, toute l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage et l'honneur de recevoir le docteur Macni qui va nous faire écouter pour comprendre quel est l'intérêt de bien manger. Docteur, bonsoir et merci. Bonsoir à la population. Bonsoir Florent Grabin. Merci l'association Puma de m'avoir contacté et sensibilisé aux problèmes de santé environnementale et sensibilisé à la question fondamentale de médecine environnementale qui est complémentaire à la santé environnementale. Depuis les années 2000. Ça fait des années que nous sommes dessus. Les années 2000. Au début, on passait pour des gens illuminés. Il y a eu du déni au départ, de la dénégation. Mais grâce à notre persistance, notre constance et l'ensemble des revues internationales, nous avons pu progressivement vu s'élaborer un certain nombre de décisions qui amènent, par exemple, dans le cadre des ouvriers agricoles, j'ai pu, avec le syndicaliste de la CGTM, M. Mauger, dégager un certain nombre de décisions gouvernementales, qui plus est la prise en charge du cancer de la prostate, reconnu comme maladie professionnelle. Donc nous avons fait de nombreux écrits à Santé publique France. Nous avions demandé un délai de 50 ans entre la fin de l'exposition et le début d'apparition des pathologies. Et ils ont accordé 40 ans. Alors nous avions demandé sur l'argumentaire suivant l'intensité, la durée, la répétition. Donc ça fait plus de 50 ans qu'on reçoit donc un cocktail de pesticides, dont le chlordécone, avec une fréquence et une intensité importante. Alors, j'ai dosé, j'ai pris une initiative en collaboration avec mes patients qui étaient d'accord pour payer, parce que ça coûte cher. À l'époque, le chlordécone, la chlordéconémie n'était pas remboursée. On a dosé le chlordécone, j'ai dosé le DDT. Le DDT, c'est une molécule qui était utilisée dans les années 50 pour la lutte antivectorielle contre les moustiques. D'ailleurs, on disait la prophylaxie à venir, ouvert, etc. Donc c'était la lutte contre la malaria, la filariose, enfin, toutes ces maladies à l'époque des années 50. Toutes les maladies tropicales. Tropicales. Et le DDT est une molécule qui a été arrêtée, interdite, parce qu'il y a des effets sur le système immunitaire, c'est cancérigène, etc. Et je retrouve dans le sang d'un patient qui n'est pas un agriculteur, dans plusieurs patients, non agriculteurs, du DDT à dose significative, c'est-à-dire supérieure à 0,40 microgrammes par litre de sang, qui est la dose qui a été fixée par l'ARS. Donc on s'interroge, qu'est-ce que cette molécule de DDT fait dans le sang d'un de mes patients, de plusieurs patients, en 2018 ? Donc on s'est un petit peu argumenté sur la littérature concernant les pesticides et le ciblage des pathologies. Et ça m'a permis de doser une autre molécule qu'on appelle l'aldrine et la dieldrine, qui sont des petits copains du chlordécone, qui sont des organochlorés. Et il y a une étude qui est associant la dieldrine et l'aldrine à la maladie de Parkinson. Nous savons qu'il y a pas mal de cas de Parkinson ici. Et justement, en l'espèce, dans la morbidité, il y a toute une série de pathologies qu'on retrouve, les pathologies environnementales. Oui, il y a un certain nombre de pathologies environnementales. D'abord au niveau du cerveau. Il y a un auteur qui a décrit avec les organophosphorés. Les organophosphorés, ce sont des pesticides volatiles qu'on met pour détruire les bestioles, les larves, etc. Ils ont découvert ce qu'on appelle le système COPIND, C-O-P-I-N-D. Bon, en anglais, ça veut dire, c'est un peu savant, chronique organophosphate, induced neuropsychiatric disorder, l'apparition de troubles neurologiques liés à l'utilisation des organophosphorés, des pesticides. Ils ont trouvé qu'il y avait des troubles de l'écriture,
des troubles de concentration et de mémorisation. Il y avait une variabilité de l'humeur. Et on connaît le nombre de syndromes bipolaires qu'on a ici. Et on a des éléments sur la fertilité, aussi sur la fertilité. Et alors, aussi, autre facteur que nous constatons actuellement au niveau de nos jeunes, d'après ce que nous avons comme information, lorsque nous interrogeons certains pharmaciens, les principaux clients en termes de Viagra, ce sont des gamins de 20 à 30 ans, 18-30 ans. Ce sont les plus gros clients en Viagra. Et ça, ce sont des conséquences de tous ces produits que nous avons ingurgités et qui agissent justement sur l'appareil génital. Oui, parce que par exemple, on sait par exemple que le glyphosate entraîne une baisse de testostérone. Vinclosamide entraîne des troubles hormonaux. Même le chlordécone entraîne des troubles hormonaux. Or, nous sommes pris dans un système hormonal. Depuis le cerveau avec l'hypophyse, la thyroïde, les seins, les surrénales, le pancréas. Et on voit le nombre d'obésité. Parce que tous ces produits... on parle des pesticides parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur les pesticides. Il y a beaucoup d'études. On est très documenté. L'INSERM, dans son rapport de 1993, a trouvé 5300 revues de la littérature médicale. Et il y a eu 12 études expérimentales depuis 1989 sur le chlordécone. Et la plus vieille, c'est l'étude de William en 1981 qui parle du mécanisme tumoral du chlordécone. Donc, c'est des choses connues depuis longtemps. Depuis très très longtemps. Donc, tous ces perturbateurs endocriniens perturbent l'ensemble des hormones, y compris au niveau des gonades, des ovaires, au niveau de la testostérone, au niveau des testicules, tout ça. Donc, l'ensemble de ces perturbateurs endocriniens forment un véritable cocktail. C'est-à-dire, on se fixe sur le chlordécone. C'est une molécule phare parce qu'il y a un problème, il y a une maldonne au départ, il y a un problème, etc., juridique. Mais derrière le chlordécone, il y a plus d'une centaine de molécules, princeps, de pesticides combinés entre elles, qui ont des effets pervers sur l'organisme et qui perturbent notre système hormonal. Alors, sur cette affaire chlordécone, bon, nous, on l'a toujours écrit, on l'a toujours dénoncé. Il y a une manipulation de l'État qui nous a fait rentrer dans ce tunnel pour ne pas regarder les autres. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et tous ces produits phyto se sont retrouvés au robinet du consommateur. Et quand nous, on le dénonçait, il a fallu qu'on change de laboratoire, qu'on quitte l'île pour qu'on aille à Valence. Et c'est à partir des études de Valence qu'on a trouvé déjà au départ 375 molécules chimiques, résidus pesticides dans l'eau. C'est la grosse bombe. Et de guerre lasse, nous avons continué à nous battre avec, à l'époque c'était la DAS, ARS ensuite, et aujourd'hui les conséquences sont là. Ce cocktail de pesticides que nous avons ingurgité dans l'alimentation, dans l'air, pour ceux qui vivent autour de certains champs de bananes ou autres, dans nos domiciles, puisqu'il y a beaucoup de produits que nous utilisons à domicile, dans l'eau et autres, finalement, on voit les conséquences. Oui, surtout qu'il y a des études sur la combinaison des molécules. Entre, pour que le patient puisse comprendre la combinaison, c'est l'association, par exemple, d'organochlorés et d'organophosphorés, c'est-à-dire l'association de... À l'époque, il y avait le thémique, il y avait le mocap, il y avait le chlordécone, le thémique, le mocap, etc. Tous ces organochlorés, on avait certes déjà des accidents aigus. Les gens arrivaient, ils vomissaient, ils avaient des fois des pertes de connaissance, un ralentissement du rythme cardiaque, un rétrécissement de la pupille. Donc il y avait des signes aigus à l'époque. Mais la pathologie chronique, il y a l'étude Endocrine Society aux États-Unis sous 57 000 agriculteurs. 57 000, c'est pas n'importe quoi. Qui démontre que l'association entre les organochlorés, la bande chlordécone, thémique, mocap, etc., némacure, l'association entre ces molécules et les organophosphorés, qui donnent tous les troubles d'humeur, qui avaient un risque de doublement des cancers. Une deuxième étude en Colombie-Britannique prouve qu'il y a une augmentation de l'agressivité des cancers. Et ça, c'est important, l'agressivité des cancers, parce qu'il y a une période de latence clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une période pendant laquelle il ne se passe rien.
Il y a 1 an, Bafeuille. 2 ans, Il y a Bafeuille. 3 ans, 10 ans, t'as rien. 20 ans, 30 ans, t'as rien. Ça peut aller jusqu'à 40 ans, ça dépend de tes enzymes, de ton mode alimentaire, si tu fais du sport, etc. En fait, de ton environnement. De ton environnement, si tu n'as pas beaucoup de facteurs de risque environnementaux. Et progressivement, il y a une phase préparatoire. Ayoka dit, mais je l'avais vue, elle était bien au mois de décembre. Et puis subitement, au mois de janvier, ses yeux sont devenus jaunes, et puis elle est morte au mois de février. Donc, cette espèce de rapidité vers l'état de bien-être apparent et la mort est tout rapide, interroge beaucoup de gens. Eh bien, c'est la courbe de Collins, c'est-à-dire l'association de pesticides organochlorés, de pesticides organophosphorés, combinés avec les colorants. Et puis aussi le chlore qu'ils ont mis massivement dans l'eau. Combiné avec les colorants de E250 qu'on trouve dans les charcuteries. Bon, il faut être objectif. C'est un ensemble de facteurs. Les nitrites, on sait que les nitrates se transforment en nitrites et se transforment en nitrosamine, qui est un facteur de risque pour le cancer de l'estomac. Et le cancer aussi du côlon. Voilà, donc d'ailleurs, il y a une surincidence des cancers en Martinique par rapport à la métropole. Le cancer de l'estomac, le cancer de l'utérus, le cancer de la prostate et le myélome. Le myélome, on va en reparler. Donc je dis que il y a une agressivité des cancers parce qu'il y a une phase de silence qui est importante. On autorise les LMR, ce qu'on appelle la limite maximale résiduelle de pesticides absorbés admissible par l'homme. Admissible par l'homme par jour. D'accord ? Oui, mais ça c'est en Lyon. LMR sur 1. Oui, mais quand on prend une dizaine, vingtaine, une cinquantaine, voilà. On est dans le cocktail là. Voilà, donc tu prends 1, tu dis je suis aux normes. Je suis inférieur, par exemple, dans l'eau, je suis inférieur à 0,1 microgramme par litre. Ok, je suis dans la norme. Tu prends un deuxième, je ne sais pas moi, par exemple, le MOCAP, je suis dans les normes, inférieur. Mais où sont les études sur la combinaison permettant un justificatif? Elles sont là, mais l'État refuse d'en parler. Alors, surtout qu'il y a un document de l'ANSES, le bulletin de veille sanitaire numéro 32, qui dit que à 0,019 nanogrammes c'est 1 milliard, c'est 1 gramme divisé par 1 milliard. Il y a ce qu'on appelle une FAIR, une fonction exposition-réponse, et une très probable relation avec l'apparition du cancer de la prostate. Je l'ai lu. Donc ça veut dire que les doses, comment expliquer ça? Vous avez le gramme, vous avez le kilo, le gramme, le microgramme divisé par 1 million, 10 puissance moins 6, et puis le nanogramme divisé par 1 milliard, 10 puissance moins 9. Eh bien, il y a une action des pesticides avec les microdoses. C'est pour ça que nous sommes dubitatifs tant qu'à la décision des LMR. Depuis 2008, les LMR combinés à la dose journalière acceptable. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire. Il faut être beaucoup plus vigilant concernant ces microdoses. Nous pourrions croire que nous sommes à l'abri avec des petites doses. On dilue de l'eau polluée avec de l'eau propre pour atteindre la norme. Nous pourrions croire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et je ne veux pas être un Cassandre. Non, mais nous sommes devant une réalité, docteur. Devant une réalité, nous parlons beaucoup du taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas par an sur 100 000 habitants. Rarement nous parlons de prévalence. Le nombre de cas divisé par la population totale, la prévalence, et semblerait-il que nous ayons près de 1500 nouveaux cas de cancer par an. Oui. Alors, ce qui est excessif pour une population comme la nôtre. Ce qui est excessif, hein, bon. Nous avons peut-être légèrement régressé en termes de cancer de la prostate, mais il y a une résurgence du pancréas et une résurgence du cancer du sein. Beaucoup de cancers du sein, parce que les perturbateurs endocriniens, et plus singulièrement les pesticides, pas que ça seulement, ils ont une action œstro-progestative. Il y a tous les solvants que nous avons. C'est-à-dire qu'ils imitent l'action des hormones. Le sein fonctionne avec les hormones, la prostate fonctionne avec des hormones, le rein, etc. Donc, il faudrait être vigilant
tant qu'à ce qu'on appelle la phase de silence. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que cette phase soit amoindrie, que les facteurs de risque environnementaux soient amoindris. Donc il faudra développer ce qu'on appelle un plan de santé environnementale, combiné à la médecine environnementale pour prévenir un maximum. Oui. C'est comme les facteurs de risque cardiovasculaires. Hein. Si le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'acide urique, en fait, tout ça, l'obésité abdominale, on dit qu'il ne faut pas dépasser une circonférence abdominale de 100 chez l'homme et de 90 chez la femme. Tout ça, c'est des facteurs de risque, ce qu'on appelle les données anthropométriques. Ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, nous pourrions développer des facteurs de risque environnementaux. Et là, sur cette affaire, pour que le téléspectateur puisse bien comprendre, quand nous venons dans le cocktail, prenons un cocktail d'alcool. On prend un petit goutte de chaque alcool dans un verre. Un petit goutte. Au sol. L'eau en l'arrière, là. Pièce policier, par exemple, on est tout. Il est au bas, soufflé, au bas, de rouler à pièce côté. Voilà. Et c'est ça, le danger, avec tous ces produits chimiques. Alors, par contre, il y a des solutions en termes d'alimentation. Oui, l'alimentation, c'est... Pour l'alimentation, dépourvue de tout pesticide. Oui. Alimentation propre. Voilà, une alimentation propre. C'est pour ça que nous pourrions développer ce qu'on appelle un algorithme décisionnel, c'est-à-dire, comment dirais-je, permettant de scorer les facteurs de risque environnementaux. Un point égale un facteur de risque environnemental. Si tu as une obésité abdominale, tu sais que dans la graisse abdominale se fixe. D'ailleurs, on devrait doser les pesticides dans la graisse abdominale. Oui. Parce qu'en 1972, au CHUM, de Martinique, au CHU, on a trouvé 8 mg par kilo d'hexachlorocyclohexane et de DDT dans la graisse des enfants opérés. 8 mg. 8 mg, c'est 8000 microgrammes. On a trouvé 8000 fois la dose en 72, ce qui témoigne d'une véritable période d'intensification avec ce cocktail de pesticides. Donc, dans l'ensemble des risques de facteurs environnementaux, nous pourrions ajouter les colorants. Regardez le mode alimentaire. Si tu consommes des aliments riches en charcuterie, les charcuteries, riches en colorants 250, jusqu'à 259, il y a des facteurs de risque pour le cancer du côlon. Oui, qu'on trouve dans les jambons. Donc ça, c'est un risque supplémentaire. Oui. Bon, si tu as une alimentation dite rapide, riche en graisse et en sucre, c'est un nouveau facteur de risque. Si tu es dans un environnement pollué, à côté d'une autoroute où il y a beaucoup de dioxyde de soufre, dioxyde de carbone, c'est un autre point. Des poussières de caoutchouc. C'est un autre point de facteur de risque. Donc nous pourrions élaborer, etc., un certain nombre de facteurs de risque permettant d'avoir un score et de graduer sous forme d'applications, des applications analytiques, de graduer du score 1 au score 5, du grade 1 au grade 5. 1, c'est le gars qui aimait ce machin, qui habite à côté d'un bois où il y a de l'oxygène, qui fait du sport, qui surveille son alimentation, qui ne mange pas de charcuterie, qui ne prend pas des bonbons au caramel, enfin, qui n'abuse pas des sucres rapides, qui n'habite pas trop près d'une antenne satellite, avec relais, qui n'utilise pas plus de 2 heures par jour son téléphone portable. Donc, qui semble présenter un facteur de risque minimal, environnemental. D'accord ? Et puis le grade 5, c'est la personne qui est obèse, qui a de l'obésité abdominale, qui a de l'obésité tronchoïde, ou tout le corps. On sait que les pesticides aiment bien se fixer au niveau des cellules graisseuses. Et, on sait aussi que les hormones de croissance participent beaucoup à tout ça. Aussi. Donc, on sait que les pesticides entraînent une augmentation de la cellule graisseuse et une duplication, c'est-à-dire une démultiplication de la cellule graisseuse. Et ça va partout.
et que tout ce système de cellules graisseuses réalise un véritable système endocrinien. Donc il y a plus de 100 perturbateurs endocriniens connus qui sont stockés au niveau de la graisse abdominale, qui dérèglent tout notre système hormonal intérieur. Donc ce qui nécessite un suivi permanent par nos médecins. Alors oui, mais il fallu que le médecin sache de quoi on parle. Il fallu que nous soyons formés en médecine environnementale. Et personnellement, j'essaye de m'auto-former en médecine environnementale, oui, avec les associations, on échange le PUMA, etc. On échange des documents sur la littérature, la revue internationale, et puis aussi sur la pratique. Sur la pratique que j'observe au niveau de mon cabinet médical. Alors, donc, ces facteurs de risque environnementaux fait que la personne qui arrive au facteur 5, qui prend des charcuteries, qui mange très gras, qui ne fait pas attention ou qui n'a pas les moyens de faire attention. Parce qu'on sait que l'alimentation moins polluée ou non polluée, je ne vais pas dire bio, parce que bio, moins polluée. Parce que la production bio est aussi suivie chimiquement. Voilà, donc moins traité, moins pollué, il faut avoir les moyens. On voit bien que les boutiques qui vendent ce genre de produits, c'est assez cher. Donc ça crée une discrimination. Donc il y a une décision politique. Ça crée une discrimination entre ceux qui ont les moyens d'avoir accès, bon je dis bio, pour simplifier, au bio, et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au bio. C'est pour ça que j'avais pensé qu'il fallait créer des critères d'éligibilité pour pouvoir avoir une indemnité de sécurité alimentaire allouée aux gens n'ayant pas les moyens d'avoir accès au bio de conditions modestes et qui ont des facteurs de risque environnementaux élevés, l'un va avec l'autre, d'avoir une indemnité de sécurité alimentaire en fonction de certains dosages de pesticides, dont le chlordécone. Par exemple, la RSA fixe à 0,40 grammes, bon, on pourrait dire qu'à partir d'un microgramme, cette personne pourrait être prise en charge. Elle présente 2 fois le facteur de risque. Comme pour le diabète. Voilà. Elle pourrait être prise en charge pour avoir des bons d'achat, pour avoir accès au bio, en créant une interface digitalisée, numérisée, mettant en exergue les agriculteurs pratiquant l'agroforesterie, l'agrobiologie, la permaculture, la rotation des cultures, dans le respect des traditions de nos ancêtres, les mettre en rapport pour pouvoir nourrir ces gens-là sainement. Oui, tout ça c'est possible. Maintenant, il faut une décision politique forte. Il faut aussi que l'État comprenne qu'il y a eu une grande pollution en Martinique et que l'État prenne ses responsabilités et que les générations présentes continuent à mener le combat qu'on mène de manière à pouvoir sauver ceux qui sont dans le berceau. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait trois types de prévention. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. Prévention secondaire, on est bon, on est excellent. Bravo l'AMREC, bravo toute cette politique de prévention avec les tests pour le côlon, le frottis, la mammographie. Il y a un très bon registre de cancer. Très bon registre de cancer, bravo. Bravo pour nos oncologues qui font un excellent travail. Nous aurons bientôt, enfin, ça va être mis en marche, le cyclotron, qui va pouvoir créer des radioisotopes. Vous voyez, c'est avec le glucose. Donc le glucose, c'est le sucre. Donc le cyclotron bombarde les molécules de sucre qui deviennent radioactifs. On vous injecte. Et où va ce radioisotope radioactif, c'est-à-dire cette molécule radioactive de sucre, directement sur la cellule cancéreuse. Donc la cellule cancéreuse a soif de sucre. C'est pour ça que je dis souvent, attention au sucre. Attention on aime le sucre, on aime les gâteaux. Bon, on peut en manger, mais un petit foie comme ça. Donc, ne pas abuser, pas tous les jours, pas des sodas tous les jours, parce que les cellules cancéreuses, c'est leurs ingrédients. Donc, c'est le fumier. Dans cet examen qu'on appelle un TEP scan, le glucose radioactif est injecté et va cibler des petits cancers de 5 mm, voire 3 mm. Chose qu'on ne faisait pas avant. Oui. Alors, docteur, quelle différence faites-vous entre ce process
et puis la toxicogénomie. Parce que nous travaillons dans le sang. Alors, la toxicogénomique, en principe, les études sont faites sur les rats. On prend une série de rats, on donne un produit quelconque, on voit qu'il meurt. Après, on diminue le produit jusqu'à ce que le rat ne meure plus. Puis après, on observe pendant 2 ans quels sont les effets et les risques sanitaires sur le rat. Et on prend la décision de distribuer le produit dans la population. Mais peut-on supputer, subodorer des résultats sur le rat, extrapoler sur l'homme? Ça, c'est une question. Et les études sur les risques au long cours ne sont pas prises en charge. Risques sanitaires, etc. Et puis, après, on fait des études d'épidémiologie sur un produit, mais c'est difficile parce qu'il y a 100 produits, il y a tellement de biais, tellement de variables, que c'est pas facile de faire des études d'épidémiologie sur un produit, même sur la chlordécone, c'est pas simple. Donc l'épidémiologie a besoin de la toxicologie, l'épidémiologie a besoin de la biologie moléculaire, l'épidémiologie a besoin d'études expérimentales, mais aussi de la toxicogénomique. C'est-à-dire que c'est l'utilisation de cellules humaines, il y a des cultures de cellules humaines, qui sont mises en présence, dans la cellule, il y a l'ADN. Donc l'ADN est extrait, on fait des petits puits à ADN, et on met le produit, en fait c'est une petite combinaison un petit peu complexe, on met les produits en présence, et on met une fluorescence sur l'ADN, ou l'ARN, enfin c'est son copain, et on voit que s'il y a une surexpression ou une sous-expression du gène. Le gène, c'est quoi? Vous avez l'ADN, qui est un filament, et puis chaque petit bout, sur l'ADN, il y a des petits bouts qui représentent le gène. Et le gène a une fonction de codifier. Mais le résultat est beaucoup plus rapide. Voilà. Le gène a une fonction de codifier. Et la toxicogénomique permet de voir si le gène fonctionne normalement ou s'il est sous-exprimé ou surexprimé. D'accord? Donc, s'il fonctionne correctement, toutes les fonctions physiologiques se font normalement, c'est-à-dire une cellule d'os se réplique en une cellule d'os, une cellule de muscle donne une cellule de muscle, mais si le gène est perturbé, une cellule de muscle donne un sarcome. J'ai eu le cas d'une institutrice qui avait une énorme tumeur, tu te rappelles, je t'avais montré la photo, une énorme tumeur au niveau de la cuisse. Bon, elle a refusé l'amputation, elle est décédée. Et si je me bats, c'est grâce à ces gens-là qui m'ont donné la force. Donc la cellule musculaire n'a pas donné une cellule musculaire, elle a donné une tumeur musculaire, qu'on appelle un sarcome. Donc, mais avec ces résultats, par rapport à la toxicogénomique, oui. On a des résultats très vite. Alors la toxicogénomique permet d'avoir des résultats plus fiables, moins chers, plus rapides, en 3 jours. Tandis que l'épidémiologie... Les études sur le rat, la toxicologie sur le rat, c'est 3 ans. Mais les études sous 3 ans peuvent-elles subodorer que nous n'aurons pas de problème au long cours? Mais au moins on sait qui chimie on prend. Voilà. Alors, c'est pour ça que les décisions de limite maximale résiduelle et de DGA sont prises sur des questions de toxicologie. Et dans la toxicologie, on baisse la dose. Au départ, les NMR, c'était 50 microgrammes par kilo de matière fraîche par jour. Après, quand on a vu, c'est 50 et 2 pour les aliments consommés régulièrement et 200 microgrammes pour les aliments consommés irrégulièrement. Après, quand on a vu que ça ne va pas, que tous les indicateurs médicaux sont tous au rouge, ils sont descendus à 20. Parce qu'à l'époque, lorsqu'ils ont voté la loi pour passer à 200 microgrammes, on était fait railler. Il y a un tollé, ouais. On avait fait ce qu'il fallait. Bon, finalement, ils ont compris qu'il faut reculer. Voilà. Et entre-temps, on a des personnes qui ont surconsommé, qui aujourd'hui ont payé la facture. Voilà. Donc, avec la toxicologie classique, on est limité. Avec les décisions, l'équation n'est pas bonne, les solutions ne sont pas bonnes, et il y a une croissance des pathologies. Ce n'est pas une bonne décision. Donc, il faut venir à la toxicogénomique, qui n'est plus basée sur le pondéral, les poids, telle dose, mais sur la perturbation génétique. Sur la perturbation de l'expression du gène. Un gène
qui est sur l'ADN doit s'exprimer correctement avec des conditions physiologiques. S'il est sous-exprimé ou surexprimé, tel que le paraquat qui a été enlevé, qui a longtemps été utilisé en Martinique. Le paraquat que nous avons fait tomber à Dine, lorsque le cyclone Dine est passé, ils avaient obtenu une autorisation pour utiliser 380 tonnes de paraquat. Et à l'époque, avec Corinne Lepage, nous avons assigné, c'était le ministre de l'Agriculture de l'époque, Barnier. Ouais. L'émissaire qui s'est facile là, il a refusé, il a dit stop, on ne livre plus. Voilà. Et le paraquat a été retiré à l'époque. Le paraquat, c'est un désherbant qui a été interdit dans le monde entier. Le dernier pays à avoir enlevé le paraquat, c'est la Martinique. Oui. Mais où va-t-on? Mais le paraquat, à l'époque, il est à l'origine du fait que, je me souviens très bien de ce débat avec Seralini, mais ça va encore, Sultan, toutes ces belles pommes, tout ça, qu'on avait utilisé au Gaumont pour désherber un terrain. C'est descendu dans le captage, ça avait alimenté le sud, et c'est pourquoi lorsqu'on regarde dans le registre des cancers, on trouve plus de cancers de la prostate dans le sud que dans le nord. Voilà. Et eux, ils ne comprenaient pas. Eux disent, attendez, je vais vous emmener voir là où se trouve ce captage, là où on prend l'eau. Et à partir de là, Seralini a fait la combinaison paraquat, chlordécone et puis les autres molécules, et qu'ils ont compris que cette combinaison permet de déclencher le cancer de la prostate. Voilà. Et ça a mis un frein sur le discours de l'État qui fait croire que seule la chlordécone délève le cancer de la prostate. Voilà. Et ça, c'est une tromperie. D'accord. Donc la toxicogénomique nous permet d'avoir une réponse plus rapide sur la dangerosité d'un produit. Et le paraquat est reconnu génotoxique, toxique pour les gènes, toxique pour l'ensemble de l'expression des gènes. Il n'est pas dosé. Voilà. Il n'est pas dosé. Voilà. Donc je pense qu'il faudra que la toxicologie soit combinée à la toxicogénomique pour pouvoir permettre aux décideurs de prendre des décisions raisonnables, non pas sous uniquement l'intérêt économique, parce que si on n'a pas de santé, il y a un coût, il y a un double coût. Et bon, la force vive, les gens diminuent, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de main-d'œuvre sur la banane. Il n'y a plus de recettes. Il n'y a plus de recettes, et le coût sur la santé va augmenter, et par ricochet, les charges sociales, les cotisations vont augmenter, et la vie va augmenter. Et en plus... Donc il y a un coût, des décisions qui ne sont pas bonnes sur le plan environnemental. Et en plus, en prime, nous avons la stérilisation de la population. Ça veut dire, à la limite, et des sols. Oui, des sols et de la population. Ça veut dire à la limite de quoi éliminer. Alors, mais bien sûr, comme on avait vu avec le glyphosate, ça diminue la testostérone, qui est l'hormone mâle. Ça diminue la mobilité des spermatozoïdes. Le chlordécone agit sur une hormone de l'ovaire, qui s'appelle MU, qui diminue, ce qui peut expliquer la stérilité. Donc diminuer la population. Et pareil, donc diminuer les forces vives. C'est ça. Et fort de cette connaissance, nous sommes battus pour qu'on puisse stopper la production d'eau à Ravine-Vilaine et arrêter Caféière, le captage de Caféière, qui était la zone la plus polluée. Et tout ce secteur sur Fort-de-France et autres, on voit le nombre de filles complètement stériles. Et nous payons très fortement aujourd'hui la facture. D'accord. Alors, docteur. Alors, oui. Là encore, avec Charles Sultan, le professeur, et enfin tous ceux à qui nous travaillons, eux, ils ont introduit dans l'étude de médecine que l'on puisse justement faire la médecine environnementale. Et eux, ils nous faisaient comprendre, épidémiologie, c'est épidémie. Donc mais il faut des populations saines. Tandis que là, on est dans la chimie, on est dans l'environnement. C'est ça, l'épidémiologie est difficile à réaliser parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Et ça demande beaucoup de facteurs. Tu fais une étude sur un produit, mais il y a tellement de facteurs. Il y a le terrain, il y a les enzymes, il y a les modifications du biotope, de la biosphère, les gaz à effet de serre, les émanations de sargasses, l'hydrogène sulfuré, l'ammoniac. Tout ça agit sur notre système immunitaire, notre système intérieur.
Alors, pour voir un petit peu les pathologies, on a vu le cerveau, l'autisme, les tumeurs, méningiome, glioblastome, la maladie de Parkinson, Alzheimer. les TSLA et le TDAH, alors troubles spécifiques des langages et des apprentissages. Et on voit comment les parents ont des difficultés à faire comprendre, parce qu'il y a une atteinte de la mémoire de reconnaissance visuelle chez les enfants et les nourrissons. Il y a une baisse du QI à 0,32 points pour le chlordécone par microgramme par litre. Au niveau de l'hypophyse, il y a une baisse de la TSH, c'est l'hormone pour la thyroïde. Et il n'y a pas que le chlordécone qui déclenche ça. Il y a d'autres organes chlorés qui viennent participer. Je l'ai juste noté parce que je l'ai lu. Il y a les troubles de l'humeur, on a vu, et même il y a les impulsions, les pensées impulsives suicidaires. Les pensées impulsives suicidaires. Donc, certains organophosphorés ou d'autres produits donnent des pensées impulsives. C'est décrit. Hein, tous mes dires sont corrobés par des études. Hein. Au niveau donc, des troubles de l'humeur, on l'a vu. Au niveau de la thyroïde, il y a beaucoup de goitres, beaucoup de nodules. Je n'ai pas vu beaucoup de cancers de la thyroïde, pas beaucoup. Mais la thyroïde est fondamentale. Souvent, ça aboutit à une thyroïdectomie, on enlève et on prend des médicaments à vie. Donc la thyroïde est très attaquée par les perturbateurs endocriniens. La stérilité, on l'a vu, hein, avec le glyphosate qui baisse les spermatozoïdes. Le système, on appelle ça hématopoïétique, c'est-à-dire le système qui crée une attaque de ce système du sang avec les leucémies, les myélomes et les lymphomes. Il y a beaucoup de pré-myélomes. Le myélome est une maladie professionnelle reconnue au niveau des ouvriers agricoles, hein, pour les pesticides. Il y a la sphère urogénitale, l'endométriose. Beaucoup d'endométriose avec beaucoup de souffrances menstruelles. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes dames qui souffrent de règles douloureuses, répétitives, avec presque une atrocité dans les douleurs. Il y a la prématurité, les fausses couches, il y a les petits poids de naissance. Il y a les testicules. Il y a la cryptorchidie, c'est les testicules qui remontent dans le ventre. Et l'hypospadias, c'est-à-dire le petit trou du zizi, se trouve en dessous, pour parler simplement. Il y a une féminisation. Et puis les inflammations des ovaires et des troubles de la fécondité. Et puis il y a aussi la puberté précoce. La puberté précoce, Charles Sultan avait développé sur ça lors d'un séminaire. Sultan, oui. Ça donne froid dans le dos. Hein. Oui. Alors, parmi les autres troubles hormonaux du syndrome endocrinien, il y a le diabète de type 2. Ça a été décrit par la revue Diabète Care. L'obésité. Et il y a même, sous l'action des organophosphorés, qui détruisent les larves, etc., des troubles du rythme cardiaque. On peut avoir des troubles du rythme cardiaque. De la dermatose. Certains problèmes de peau avec les pesticides. Et puis des malformations et des handicaps. Le sarcome, on l'a vu. On a beaucoup d'enfants qui naissent sans anus. Ah oui. Au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle, il y a ce qu'on appelle la spina bifida, c'est-à-dire une espèce de malformation au niveau de la moelle épinière. Voilà, donc l'ensemble de ces pathologies font partie de la médecine environnementale, c'est-à-dire de faire le lien entre les produits. C'est pas qu'on se fixe uniquement sur les pesticides, c'est polyfactoriel. C'est des facteurs de risque environnementaux, mais nous avons sur les pesticides le plus de littérature, 5300 études. Et puis les pesticides, on les trouve partout. On les trouve partout. Donc c'est pour ça que dans le plan national de santé environnementale, il faut qu'il y ait le volet prévention et le volet précaution. L'article 5 de la Charte de l'environnement, la précaution. C'est ce qui avait permis à Bordeaux ou à Lyon il y avait un procès pour le glyphosate. Oui. À Lyon. Ça a permis Et puis lui, Siralini, grâce à ses études, il avait permis de faire le jardinier de New York, gagner le procès face à Monsanto. Ah oui. Et aujourd'hui, Monsanto a plus de 25 000 procès dans le dos.
Et on a vu comment, grâce aux études de Gélique Serralini, il est tombé, Monsanto. Ouais. Bon, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, et c'est toujours pareil. Ce que j'ai découvert chez Gélique Serralini, il est aussi entêté que nous. Oui. Il persiste, il reste sur son cap. Alors, pour qu'il y ait un dommage corporel, c'est possible, mais ça ne va pas être simple. Parce qu'on peut te dire, t'es gros, tu as des virus, hépatite B, hépatite C, Epstein-Barr virus, facteur de risque du lymphome, l'autre facteur de risque du cancer du foie, tu vis dans l'amiante, facteur de risque pulmonaire, tu manges mal, etc. Tu as des données anthropométriques qui sont une circonférence abdominale qui fait que ça joue en ta défaveur. Donc le lien entre tel produit et l'apparition de ta pathologie va être difficile. Et demande du temps. C'est pour ça que la toxicogénomique peut aider. Et le scorage, le score des facteurs de risque environnementaux peut aider. Alors, docteur, vous êtes combien en Martinique de médecins? Il faut voir, il faut demander à on est à peu près l'Union régionale. 800, je crois. Ouais. Yeah. Et vous n'êtes pas nombreux à faire de la médecine environnementale. On est 5. Et souvent, quand je pose la question à certains que je connais, ils posent le problème du coût pour la formation. Et à un moment donné, on a milité pour que les formateurs viennent en Martinique. Donc, on groupe de 100, 200 médecins, cours d'adultes le soir, et puis Bougara fait une niveau. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus simple, parce qu'il y a une campagne qui est lancée là, avec cette histoire de télétravail à distance. On peut travailler sur un ordinateur pour faire la formation. Et c'est pourquoi nous demandons à nos patients de demander à leurs médecins de s'occuper, de se préoccuper du problème environnemental. Ah oui. Parce que dans le secret des cabinets, ceux qui entendent bien qu'il y a un problème de santé environnementale, il faut travailler ça. Oui, je dirais l'expression latine, natura non facit saltos. La nature ne fait pas de saut. Il y a un lien entre la nature et notre corps. Et si la nature va mal, notre corps ira mal. Il y a des gens pour qui on fait toute espèce de bilan, ils n'ont rien. Je dis maintenant, on va explorer le côté environnemental. Oui. Donc, ça commence par les dosages, bien sûr, et puis après des conseils en hygiène alimentaire, en hygiène sportive, en hygiène de facteurs de risque environnemental, et parmi lesquels il y a les additifs, il y a les champs électromagnétiques, la pollution intérieure. Dans la pollution intérieure, il y a ce qu'on appelle les CVO, les corps volatiles organiques, les peintures, les colles, les vinyles. Dans les tout ça véhicules, dégage de la formaldéhyde, ça dégage plein de corps volatiles. L'atmosphère, les tissus, les cosmétiques, il y a le parabène dans les cosmétiques. Donc, tout cela arrive sur les pathologies environnementales. Au passage à sec, tu as le triperchloréthylène qui est dangereux. Donc, il y a des phtalates, etc. Bon, voir le passé viral. Voilà, donc il y a du boulot. Hein. Non seulement il y a du boulot, mais en fait tout ça est documenté. Tout cela est documenté. Je prends l'exemple de ceux qui viennent se produire là mondialement, le virus. J'invite à nos téléspectateurs à lire ce livre-là. J'invite les gens à lire ce livre-là. Ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et quand on lit ça, on comprend ce qui s'est passé dans tout ce que nous avons subi en matière environnementale en Martinique. Et c'est pourquoi nous disons à nos élus, à nos dirigeants, d'être très vigilants et de perdre cette habitude que nous avons en Martinique, de téléphoner l'ARS, téléphoner à droite à gauche et dire « on m'a dit ». Non les hommes. On va dire « j'ai lu ». J'ai été informé. Personne ne peut pas démontrer ces bagailles-là. Là, maintenant, faisons ce qu'il faut pour protéger cette population. Alors, dans la protection, c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 types de prévention. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention secondaire et tertiaire, on excelle. Mais on n'est pas bon en prévention primaire. Comment faire pour que le polluant ou les polluants n'arrivent pas dans notre corps et n'entraînent pas une perturbation au niveau de notre corps, une perturbation biologique, physiologique, organique, qui fait qu'on passe de l'état sain à l'état malade.
Et souvent des consultations, parce que le gouvernement demande que le médecin voit plus de patients. Mais il oublie un autre truc, c'est qu'il y a plusieurs organes malades. Donc la consultation sera plus longue. Il pense qu'en libérant du temps médical, en prenant une assistante médicale, que ça va nous libérer de la tâche administrative, mais pas de la tâche médicale. Parce que ce n'est plus comme avant. Il y a plusieurs organes malades, dont la thyroïde. Et dans cette affaire, on connaît l'origine. Quand on voit le combat que nous avons mené et qu'on continue à mener sur la question de l'eau, parce que hier, la filtration se faisait à sable. Donc ce qui fait que toutes les molécules descendaient. On les a tous ingurgitées. Et aujourd'hui, on voit les conséquences, on voit les résultats. Toutes ces maladies, c'est 5, 10, 15, 20 ans pour y frapper. Et il y a d'autres qui vous disent, oui, mais maintenant, je dis à nos élus, ne posez pas de questions à la DAS, à l'ARS, demandez les documents, faites-les expertiser par des scientifiques. Parce qu'on a vu dans l'audition de l'un des cadres de l'ARS ce qu'il a déclaré. Donc c'est pourquoi nous faisons cette mise en garde. Et là, aujourd'hui, dans le secteur nord, ta patientèle, elle est très profondément touchée par tout ça. Oui. Donc, pour revenir sous l'eau, il y a la décantation, le sable, etc. Tu as la floculation par l'aluminium. Oui. Mais si tu fais un dépassement d'aluminium, machin. D'accord. Après, tu as le filtre à charbon, qui est pas mal, et puis tu as la microfiltration, c'est bien ça. Tu arrives à... La nanofiltration. Il y a aussi la nanofiltration. Là, ils ont modernisé à Vevey. Oui, ils sont passés à la nanofiltration. Oui, et il a fallu un combat fort. Donc actuellement, ils sont à la nanofiltration. Nano, c'est 10 puissance moins 9, 1 milliard, donc là, c'est bon. Oui. Mais quand l'eau arrive dans le tuyau est obsolète. Le tuyau, il est pété, non, il est fissuré. Non, mais à l'intérieur du tuyau, il y a un biofilm chimique qui s'est installé. Alors, on s'est battu pour avoir la chloration intermédiaire, nous l'avons eu. On s'est battu pour laver les réservoirs, nous ne sommes pas revenus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laver les tuyaux. Donc, alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il faut remplacer tous ces tuyaux. Mais en attendant. Alors, en attendant, il faut qu'on ait des filtres à domicile. Voilà. Filtre à charbon d'osmose inversée ou bien filtre à charbon à domicile. Voilà. En bout de chaîne. Oui, osmose inversée, osmose avec reminéralisation. Oui. Personnellement, j'ai un filtre qui a 3 carbones. Il y a 5 étages dans le filtre. Il y a 3 carbones, il y a un osmoseur inversé, un osmoseur. Il y a un bac de récupération de l'eau. Après, il y a une noix de coco. Et puis après, il y a une capsule de reminéralisation. Parce que l'osmose... élimine tout. L'osmose enlève tout, toutes les molécules. Donc l'eau va arriver pure dans le corps. Donc pour qu'il n'arrive pas pure, il faut une capsule à base de roche, qui donne du calcium, du potassium, du magnésium. Oui, mais tous ces éléments-là, tu peux les retrouver dans tes légumes quand tu fais ta cuisson. On peut les retrouver ailleurs. Oui. Mais le fait d'ingurgiter des molécules chimiques, ça ne nous fait pas de bien. Ouais. Et vu la situation telle que c'est arrivé, vu l'entêtement des élus, vu l'entêtement de l'État et tout ça, nous disons que normalement, on devrait mettre à disposition des conditions modestes des filtres. Voilà, des filtres à osmose. Oui, pour permettre à cette population de pouvoir déjà sauver Namio. Ouais. Ensuite, il faut une alimentation propre. Je dis à osmose inversée avec reminéralisation parce que pour ne pas avoir de... Ça, c'est uniquement pour la boisson. Un volume trop important au niveau du corps. Parce que les molécules vont du moins concentré vers le plus concentré. Donc si c'est peu concentré dans le milieu extracellulaire, ça va entraîner un gonflement des cellules. Donc c'est pour éviter ça. La reminéralisation donne un peu de calcium, potassium, combiné avec les légumes, etc., pour optimiser. Donc il faudrait investir. La solution pour diminuer le nombre de pathologies, dont les cancers, permettre à tout le monde d'avoir un filtre. C'est ce que j'appelle la réparation. Oui. C'est ça la réparation. Voilà, déjà une réparation au niveau du robinet, puisqu'on démontre que la tuyauterie, ça prendra du temps et on n'a pas le temps. Et comme c'est l'État qui délivre l'autorisation de mise sur le marché,
donc qui donne les autorisations de consommer ces produits-là par les producteurs. Et finalement, en bout de chaîne, le consommateur ingurgite tout ça. Voilà. Et c'est lui qui finalement paye la facture. Là, il veut la mener, remettre à l'écoute la même. Voilà, donc nous parlons là de prévention primaire. Oui. Voilà, de prévention primaire. Donc il y a urgence. Urgence, oui. Il y a urgence et puis d'arrêter de suivre l'État dans l'histoire de chlordécone. Il n'y a pas que chlordécone, ni en série molécules qu'on trouve partout. Oui, d'ailleurs, j'avais noté quels pesticides doser. Alors, je retiens pour le sein, la dieldrine et le dichlorvos. C'est un peu fastidieux, mais bon, quoi voulez-vous, c'est un peu... Pour le Parkinson, DDT, DDE, dieldrine, la prostate, chlordécone, malathion, aldrine et dichlorvos. Donc, je ne vais pas être trop technique pour ne pas gêner les gens. Et puis le myélome, il y avait heptachlore, etc. Donc, on voit par pathologie quel pesticide doser. Donc j'ai remis ce rapport-là à ceux qui font l'étude Canari 2 pour savoir quel pesticide doser. En tout cas, docteur, j'ai une conclusion à faire. Nous savons menti par docteur maladie par oui. S'il y a une conclusion à faire, ce serait laquelle? Je dirais que l'erreur ne vaut qu'à ante parte. Une fois qu'elle est réitérée et qu'on ne la corrige pas, elle devient une faute. Et si on continue dans ce sens, on a toutes les connaissances éclairées et toutes les sollicitudes de citoyens, elle devient post-parte un manquement de protection d'une population à prédominance afro-antillaise, fragilisée et vulnérable. Donc nous comptons sur la raison. Nous comptons sur la science et non pas la contre-science. Et puis le bon sens aussi. Le bon sens. La science et non pas la contre-science. Et avec ça, vu l'état de la population aujourd'hui, nous pouvons être un exemple mondial. À condition qu'on ne serve pas de cobaye. Non, c'est fini, on a déjà passé ce stade de cobaye. Maintenant, comment nous dépolluer mentalement, déjà, physiquement. Alors, physiquement, il y a ce qu'on appelle la iontophorèse, c'est la ionophorèse inversée. Tu vas parler tout à l'heure là. Puis il y a la naturopathie, l'agroforesterie, en fait, toutes les techniques alternatives écologiques de pratiques culturelles, modifier les pratiques culturelles. L'intelligence a permis de trouver les pièges à phéromones. Pourquoi pas le lâcher de coccinelle pour aller bouffer la cercosporiose? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? On a toutes les possibilités. Bon, docteur, on a écouté, on a compris. À charge pour la population, à charge pour les téléspectateurs de Zouk TV, de faire savoir qu'il y a cette émission et que nous avons aussi le docteur Macni qui nous a exposé toutes les conséquences sur l'homme de tous ces pesticides, de tous ces polluants. Et nous vous remercions beaucoup et nous lui disons de faire très 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 attention. C'est pas même jour où été au venir enflé. Et puis, tout le monde va docteur, mais première décision, dans le secret du cabinet de votre médecin, demandez-lui de faire de la médecine environnementale avec vous. Merci encore, à très bientôt.